Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous présenter le plus complètement possible dans le temps qui m'est imparti l'examen des motifs absolus au sein de l'EIPO sur les marques. C'est un programme qui est assez dense en une matinée, donc je vais aller assez vite. N'hésitez pas, si vous voulez m'arrêter pour poser des questions, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Dans un premier temps, je vais vous présenter le système de marque au sein de l'Union européenne. J'imagine que vous avez lu sur les dessins et modèles la semaine dernière déjà une petite présentation. Donc effectivement, l'Union européenne, pour l'instant, c'est 27 États membres. La particularité au sein de ces États, c'est que cohabitent plusieurs systèmes de protection de marque. Au niveau de chaque État, vous avez des marques nationales qui sont enregistrées par les autorités compétentes au sein de ces États. Et la protection de marque, à ce moment-là, est limitée au pays où la marque est enregistrée. Ces marques, elles sont examinées au regard de la législation nationale de chaque État qui peut, dans certains cas, différer de la législation des marques de l'Union européenne. Donc, vous allez avoir sur ce territoire à la fois les marques nationales et à la fois potentiellement une marque de l'Union européenne. Donc la marque de l'Union européenne, elle est enregistrée par le LPO. Et ce qui est important de souligner ici, c'est que c'est une marque dont la protection couvre l'ensemble des États membres. Ce n'est pas un faisceau de marques protégées dans chaque État, c'est vraiment un seul et unique titre qui est valable pour toute l'Union européenne. Vous avez également des marques internationales qui peuvent désigner ou un ou plusieurs États membres de l'Union européenne. À ce moment-là, la protection est accordée après un examen par les administrations nationales compétentes suivant leur droit national et également des marques internationales désignant l'Union européenne qui sont examinées par le IPO. Alors, la difficulté ici, c'est que vous pouvez avoir des cas dans lesquels une marque va être refusée, par exemple, par un office national et va être enregistrée par le IPO, ce qui fait qu'elle sera malgré tout valable sur le territoire de l'État membre qui l'a refusée. L'inverse est également vrai, c'est moins problématique, mais effectivement, vous pouvez avoir un État membre qui accepte la marque et qui ensuite est refusé par le IPO. Pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne malgré tout, globalement, on a mis en place un système dans lequel, d'abord, vous avez un système de base de législatif, dans lequel vous avez un règlement de l'Union européenne qui couvre la marque de l'Union européenne. Les règlements, c'est les lois de l'Union européenne. Elles sont applicables de façon identique sur tout le territoire de l'Union et directement. À côté de ça, vous avez une directive sur les marques. Une directive, c'est aussi une loi de l'Union européenne, mais qui, elle, s'adresse aux États. Elle oblige les États membres à prendre des législations particulières. La directive sur les marques, en l'occurrence, la dernière date de 2017, fait en sorte que les législations nationales soient ressemblantes de façon très proche de celles du règlement de l'Union européenne. Notamment sur les motifs absolus, ce sont les mêmes. Les motifs absolus au niveau des États et les motifs absolus au niveau de l'Union européenne sont absolument identiques. Bien entendu, leur interprétation peut différer ensuite. Ce système-là, il a un deuxième avantage, c'est qu'effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne va interpréter les textes, qui étant donné qu'ils sont rédigés de la même façon, ces interprétations vont s'imposer à l'ensemble des membres et à l'EIPO. Donc tout le monde va appliquer le même système. Malgré tout, vous gardez quand même un principe qui est extrêmement important pour nous, c'est que les offices sont tous indépendants les uns des autres dans leur interprétation, dans l'application de ces textes. Ce qui signifie, en d'autres termes, que si un office décidait de refuser une marque, les autres offices, en particulier l'EIPO, n'est pas du tout tenu de suivre cette interprétation ou cette règle. Bien entendu, on est curieux, j'allais dire, mais quand effectivement un signe qui pourrait être refusé, par exemple, pour le public francophone, si cette marque-là est acceptée par l'INPI en France et que le IPO voudrait le refuser, le IPO va aller vérifier, dans la mesure du possible, pourquoi l'Office français l'a accepté. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre la position de l'Office français, mais ça veut dire qu'en tout état de cause, au minimum, on vérifie si la raison qui a permis à l'Office français d'enregistrer cette marque s'applique également à nous. C'est valable pour les offices nationaux de l'Union européenne, c'est également valable pour les offices du monde entier. Si une marque, par exemple, est acceptée en anglais, est acceptée par l'USPTO aux États-Unis ou par l'Office australien ou l'Office anglais, maintenant qui n'est plus membre de l'Union européenne, on va également, dans la mesure du possible, aller vérifier pourquoi cette marque a été acceptée ou refusée par ces offices. On dispose pour ça d'un certain nombre de bases de données dont je vais vous parler dans un instant, mais c'est utile à savoir. Sur la marque proprement dite de l'Union européenne, ce que je vous disais il y a un instant, c'est que c'est un titre unique qui est protégé pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui signifie en pratique que sa validité doit être vérifiée dans chaque État membre. On n'applique pas le droit national. Ce qu'on va vérifier, c'est si le droit de l'Union européenne, adapté dans chacun de ces États, permet ou non d'accepter ou de refuser la marque. La principale conséquence pour les motifs absolus, c'est la question des langues. On a actuellement dans l'Union européenne 24 langues officielles. Donc il faut que nous, on vérifie que dans ces 24 langues, la marque n'a pas de signification descriptive ou non distinctive. On va aller également un peu plus loin puisque on considère
qu'il y a un certain nombre de langues qui ne sont pas des langues officielles de l'Union européenne, mais qui sont parlées par une partie substantielle des citoyens de l'Union européenne, sur lequel on va quand même vérifier également que la marque est valable. C'est le cas en particulier du russe. La Russie a contrôlé et occupé plus ou moins une grande partie de l'Europe de l'Est, et à l'époque, il est obligatoire de parler russe dans ces États, et donc il y a encore une grande partie des citoyens de ces États qui parlent le russe. Vous avez également en Allemagne une forte communauté turque, donc on considère qu'il faut vérifier en turc. En France, notamment, vous avez aussi une forte communauté d'origine nord-africaine, donc on va aller vérifier également pour l'arabe. Puis vous avez également des langues régionales, en particulier en Espagne, vous avez le catalan, par exemple, sur lequel il faut également vérifier que la marque est valable. C'est une règle qui est relativement sévère parce que l'enregistrement de la marque va être refusé, même si le motif de refus n'existe que dans un seul État membre de l'Union européenne, et même si cet État membre est un petit État. C'est un État membre, donc normalement, on va défendre effectivement le fait que si la marque est descriptive sur son territoire, elle est non valable pour l'ensemble de l'Union européenne. Prendre un exemple, vous avez Malte, qui est l'un des États membres de l'Union européenne. Malte, c'est 500 000 habitants. L'Union européenne en tant que telle, c'est presque 500 millions d'habitants. Si le motif absolu s'applique à Malte, la marque ne sera pas valable dans aucun pays de l'Union européenne pour ce qui est de la marque européenne. D'où l'intérêt d'avoir également des marques nationales. Ça permet effectivement de protéger malgré tout son signe dans un grand nombre de pays de l'Union européenne. Ça, c'est pour la marque européenne. Vous avez les marques internationales désignant l'Union européenne également. Ce que je voulais vous dire sur ces marques-là, c'est qu'elles font l'objet d'un examen complet sur les motifs absolus à l'identique de la marque européenne. On va examiner les motifs absolus de la même façon. On va les refuser pour les mêmes raisons. La seule différence qui existe entre les marques internationales désignant l'Union européenne et les marques de l'Union européenne elle-même, c'est la procédure d'examen. Dans le cas des marques internationales, le IPO dispose légalement de 18 mois pour notifier à l'OMPI une objection, ce qui a pour conséquence que la toute première objection qu'on va émettre contre la marque va toujours être notifiée à l'OMPI et pas directement au demandeur de la marque. Le reste de la procédure se déroule directement avec le déposant ou son représentant. Une fois que l'examen est fini, si on décide d'accorder ou de refuser la marque, nous notifions une dernière fois à l'OMPI. Toutes ces décisions, d'ailleurs, font l'objet d'une publication par l'OMPI sur son site et donc elles sont consultables depuis l'extérieur. Ces marques-là font objet également d'un examen succinct des formalités de la classification de l'IPO. On fait notamment le typage de marque, je vous en dirai un mot tout à l'heure. On vérifie au niveau de la classification uniquement si les produits et services sont suffisamment précis, sachant qu'on ne peut pas toucher à la classe, qui est le domaine réservé de l'OMPI.